magazine Pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce magazine Pluriel. En voici le sommaire. Lutte anti-Covid-19, le Togo compte depuis hier 10 décès liés à la pandémie du coronavirus. En l'absence d'un traitement efficace, le respect des mesures barrières reste le seul moyen de freiner la propagation de la maladie. Dr Hassan Hamidi Simon-Pierre nous le dira dans ce journal. L'Afrique assouplit les restrictions malgré le risque de propagation du coronavirus et l'OMS avertit près de 190 000 personnes pourraient mourir de Covid-19 cette année sur le continent si la maladie n'est pas maîtrisée. La journée mondiale de la liberté de la presse, c'était le 3 mai dernier. Pour le compte de cette année, l'Observatoire togolais des médias OTM a publié un rapport sur l'état de la presse au Togo. Avancée et perspective avec notre invité Aimé Ekpe, président de l'OTM. Une autre journée, celle du patrimoine mondial africain, célébrée, elle, le 5 mai dernier. Qu'appelle-t-on patrimoine? Quelles difficultés rencontre ce secteur? Madame Lucie Tidjougouna, directrice du patrimoine culturel du Togo, nous en parle. Et puis, à suivre également dans ce journal, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Le nombre de cas du coronavirus au Togo est passé depuis hier de 135 à 145, dont une dizaine de décès. Bien que les chiffres semblent négligeables par rapport à ceux des autres pays, tout Togolais devrait pouvoir savoir que le mal est désormais une réalité et que un seul mort est une mort de trop. Et en l'absence d'un traitement adéquat, le virus continue de faire de nombreuses victimes à travers le monde, ce qui laisse croire que le Covid-19 a encore de beaux jours devant lui. C'est un virus dont les symptômes sont lents à se faire voir. Pire, il se transmet de façon très rapide. Comment le ministère en charge de la Santé s'organise pour dépister les cas du Covid-19? Dr Hassan Hamidi Simon-Pierre, médecin épidémiologiste d'intervention, chef division épidémiologiste au ministère de la Santé. La question rejoint celle de la surveillance épidémiologique. Comment est-ce que nous déroulons cette surveillance épidémiologique? En fait, c'est quoi? Pour chaque maladie, il est connu les manifestations, les signes. Et ce qui se passe, c'est que plusieurs maladies se manifestent pratiquement par les mêmes signes. Par exemple, le paludisme, on a la fièvre. La méningite, on a la fièvre. Le Covid-19, on a la fièvre. Donc, beaucoup de maladies ont la fièvre. Mais maintenant, il y a d'autres signes qui s'ajoutent. D'accord? Donc, pour chaque maladie, on connaît les signes les plus fréquents et les signes les plus constamment retrouvés, que nous appelons les maîtres symptômes, les maîtres signes. Nous regroupons cet ensemble de signes-là pour définir les critères cliniques, c'est-à-dire les manifestations devant lesquelles un agent de santé, pendant une consultation de routine, une consultation normale, pourrait donc avoir son attention attirée. Et l'agent de santé, lui, à partir de ces signes, va dire « Attention, ça pourrait être ». Donc, c'est ce que nous appelons cas suspect. Donc, on parle de la suspicion. Donc, un cas suspect n'est pas encore un cas avéré. Donc, nous rassemblons ces critères de suspicion-là dans ce que nous appelons une définition de cas. Et donc, quand on suspecte, qu'est-ce qu'il faut faire pour trancher? Il faut rapidement isoler la personne. On lui fait le prélèvement qu'on envoie au laboratoire. Et le laboratoire nous dit, oui, c'est un vrai cas parce que les résultats sont positifs. Donc c'est un cas positif et on continue la prise en charge. Ou le laboratoire nous dit, non, ce n'est pas un cas, c'est rejeté. Et puis on traite la personne selon donc la maladie que la personne présenterait. Et chaque soir, tous les centres de santé de notre pays remontent les informations.
Des quatre coins du monde, des professionnels de la santé partagent leurs expériences face à la pandémie du Covid-19. Objectif, parvenir à mettre au point un vaccin capable de vaincre le coronavirus. Ceci ne devrait pas être possible avant des mois, du moins pas avant la fin de l'année. Malheureusement, aussi longtemps que des personnes vont continuer à ignorer les mesures barrières édictées par le gouvernement, elles ne feront que faire gagner du terrain à la pandémie. Nous retrouvons Dr Hassan Hamidi Simon-Pierre. La particularité aussi qu'il faut souligner ici et qui justement justifie les mesures barrières qui sont préconisées par le gouvernement, c'est que beaucoup, près de 80% des gens infectés n'auront aucun signe. Et c'est ça qui est grave. C'est-à-dire vous êtes avec quelqu'un au bureau, dans un taxi, en ville, au marché, n'importe où, la personne se porte apparemment bien, mais elle peut avoir le virus. Et c'est pourquoi, ne sachant pas qui est qui, on dit attention, ne t'approche pas, distance sociale. Deuxièmement, porte ton masque, parce qu'on sait que ça va venir par la salive. Mais maintenant, si quelqu'un n'a pas de signe, on fait comment? Nous avons détecté des groupes où il y a des groupes exposés au public, par exemple. Nous avons aussi constaté que beaucoup de gens qui reviennent de l'extérieur sont infectés. Et donc, depuis, le gouvernement instruit que nous détectons tous les voyageurs. Et actuellement, sur l'ensemble du territoire, on est en train de recenser tous les voyageurs qui entrent, pour leur bien et pour notre bien. Donc, voilà, on les identifie, on fait les prélèvements, on amène et puis on voit. Ceux qui sont malades, on les soigne. Ceux qui sont bien portants, on le leur notifie. C'est ça qui explique que ces derniers temps, on a le nombre de cas qui augmente. C'est parce que nous sommes en train de chercher activement. Nous n'attendons pas seulement des suspicions et autres, non. Nous-mêmes, nous allons vers des populations, nous prélevons, nous cherchons. C'est des gens bien portants. 4 mois après le début de l'épidémie de Covid-19, des chercheurs sont en passe de trouver un traitement efficace, d'où la multiplication des essais cliniques en cours dans le monde. Cependant, la seule véritable arme reste encore et toujours le respect des gestes barrières. Dans le monde, alors que certains États africains assouplissent leurs mesures de protection contre le coronavirus, l'épidémie est bien loin d'être terminée. Selon de nouvelles estimations de l'OMS, près de 190 000 personnes pourraient mourir de Covid-19 cette année sur le continent si la maladie n'est pas maîtrisée. Et l'augmentation exponentielle de cas de coronavirus en Afrique, tant redoutée et maintes fois annoncée par les spécialistes du monde entier, n'a finalement pas encore eu lieu. Juliette Camdet. Sur tout le continent, le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine compte à ce jour à peine plus de 2000 morts depuis le début de la crise, alors que le Covid-19 a fait plus de 270 000 victimes dans le reste du monde. Face à ces chiffres encourageants et surtout avec des économies exsangues et une population pauvre, beaucoup d'États commencent à relâcher la pression. Au Burkina Faso, les lieux de culte sont rouverts et les transports en commun ont pu à nouveau circuler. Au Cameroun, pays subsaharien le plus touché avec près de 2300 cas et une centaine de décès, les bars et restaurants ont rouvert en soirée. L'Afrique du Sud reste le pays le plus touché du continent avec 8232 cas et 161 décès. Le confinement strict en place depuis le 27 mars a aussi été assoupli cette semaine, permettant à des centaines de milliers de personnes de reprendre le travail. Au Sahel, le nombre de cas continue également d'augmenter. Au Mali, la pandémie commence même à atteindre des zones isolées en guerre contre les groupes terroristes. Les premiers cas ont ainsi été recensés cette semaine dans la région de Mopti, dans le centre du pays. En République démocratique du Congo, le chef de l'État Félix Tshisekedi a ainsi été interpellé par des patients et des soignants, se plaignant, comme dans d'autres pays, de masques non adaptés, de fournitures insuffisantes et de salaires médiocres par rapport aux risques encourus. Autre défi sur le continent, la lutte contre d'autres maladies qui pourraient être ralenties par la priorisation
en faveur du Covid-19. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a ratifié plusieurs amendements à la loi sur l'état d'urgence déjà en vigueur depuis 2017. Une décision prise officiellement pour lutter contre le Covid-19, mais qui lui permettrait d'étendre encore un peu plus ses pouvoirs. Les États-Unis ont enregistré vendredi 1635 décès dus au coronavirus en 24 heures, portant le bilan total de la pandémie dans le pays à 77 178 morts. Le président chinois appelle à une synergie mondiale dans la lutte contre le Covid-19. Xi Jinping a exhorté jeudi les pays du monde entier à mettre de côté leurs divergences, à faire preuve de solidarité et à faire cesser les préjugés infondés. Au Mali, les résultats des élections législatives sont toujours contestés. Un climat post-électoral qui ne cesse d'inquiéter les observateurs nationaux. La coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali a analysé les résultats de 3 communes de Bamako et de 3 localités où la victoire a changé de camp après l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Environ une trentaine de sièges de députés est en jeu dans ces circonscriptions. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, bras judiciaire de l'Union africaine, a rendu coup sur coup 2 ordonnances aux implications très politiques pour le Bénin et la Côte d'Ivoire qui ont réagi par un retrait. Un nouveau désaveu pour une juridiction qui peine à faire respecter ses prérogatives. Juliette Kandé. En l'espace de quelques jours, 2 des derniers États qui étaient encore membres de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ont annoncé avec fracas leur décision de retirer leur signature au bas de la déclaration au protocole de la Cour. Ces 2 États sont le Bénin le 23 avril et la Côte d'Ivoire le 29 du même mois. À l'origine de ces retraits, les ordonnances prises par la Cour relatives à 2 affaires concernant les opposants Sébastien Ajavon au Bénin et Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Les autorités des 2 pays ont dénoncé une immixtion de la Cour dans les affaires intérieures et une atteinte à la souveraineté nationale. En attaquant le fond des décisions rendues, ils remettent en cause la légitimité des ordonnances de cette Cour chargée de veiller au respect des droits de l'homme sur le continent. Certes, Abidjan et Cotonou continuent de reconnaître la compétence de la juridiction africaine, mais il n'est désormais plus possible pour leurs citoyens et ONG de saisir directement la Cour d'Arusha en Tanzanie, alors que les critiques envers la Cour pénale internationale CPI sont récurrentes sur le continent, où les appels à ce que les Africains soient jugés par des Africains se multiplient. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui aurait pu faire figure d'alternative est aujourd'hui plus fragile que jamais. Le Rwanda et la Tanzanie ayant déjà jeté l'éponge, respectivement en 2016 et 2019, la courte liste des pays africains ayant accepté d'adhérer au protocole de cette juridiction se réduit comme une peau de chagrin. Merci à toi Juliette Kandé. La tension est toujours vive au Burundi avant le triple scrutin du 20 mai prochain. Pour la présidentielle, le candidat du parti au pouvoir, le général Évariste Ndayishimiye, est considéré comme le favori, mais son principal challenger, Agathon Rwasa du CNL, attire lui aussi des marées humaines dans ses meetings. Les violences se sont multipliées ces dernières semaines et le pouvoir, qui en rend responsable le principal parti d'opposition, a commencé à sévir. Léontine Atogima. Une 60aine de militants du CNL ont déjà été arrêtés. Cette fois, ce sont les cadres du parti qui semblent visés. Après l'arrestation de Kati Kezimana, numéro 2 sur la liste du CNL aux législatives dans la province de Bujumbura rurale, c'est Séverin Nibizi, le numéro 2 sur sa liste dans la province de Ruigi dans l'Est, qui a été arrêté à son tour. Et le pouvoir burundais prévient qu'il ne va pas en rester là. Victime pendant des années d'une répression, le parti CNL et son leader ont fait profil bas pendant longtemps. Ils ont changé du tout au tout depuis le début de la campagne.
Il critique sans concession désormais un pouvoir qu'il qualifie de corrompu et qui a échoué sur tous les plans. Et son candidat à la présidentielle, Agathon Rwasa, n'hésite plus à défier publiquement le parti CNDD-FDD qui contrôle le pays jusqu'ici en appelant ses militants à se défendre s'ils sont attaqués. Ce qui est clair, c'est que nos adversaires sont morts de peur. Je voudrais demander au corps de sécurité et à la justice de ne pas tomber dans ce piège. Nous sommes de toute façon habitués à l'injustice, mais sachez que le temps des brimades est bientôt fini, conclut Agathon Rwasa, candidat à la présidentielle du 20 mai prochain. Ce bras de fer n'est donc pas près de cesser, estiment des observateurs qui craignent une nouvelle flambée de violence dans le pays. Et nous abordons la deuxième partie de ce magazine. La journée du patrimoine mondial africain a été célébrée le 5 mai dernier. L'édition 2020 de la journée du patrimoine mondial africain est placée sous le thème jeunesse, esprit d'entreprise et durabilité du patrimoine en Afrique. Cette journée représente l'occasion de célébrer le patrimoine culturel et naturel exceptionnel du continent africain, berceau de l'humanité. Elle constitue également le moment privilégié pour la sensibilisation des populations à la richesse, à la valorisation et à la préservation des sites africains inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Le Togo, tout comme les autres pays du continent africain, a un patrimoine très riche, une richesse qui contribue au développement local. Pour en savoir plus sur notre patrimoine, nous recevons comme invitée la directrice du patrimoine culturel du Togo, Madame Lucie Tidjouguna. Madame la directrice est interrogée par Odette Pira. Madame Lucie Tidjouguna, bonjour. Bonjour madame. Pourquoi une journée du patrimoine mondial africain? Merci madame. Une journée du patrimoine mondial africain instituée chaque 5 mai de l'année est une journée pour célébrer le patrimoine classé sur la liste mondiale de l'UNESCO. C'est un patrimoine qui est exceptionnel, qui a une valeur universelle exceptionnelle. Ce patrimoine, pour qu'il soit valorisé, protégé et préservé, doit être bien entretenu et doit être très connu pour que ça puisse bien marcher. Donc en Afrique, comme nous avons des sites classés, il a fallu, pour booster notre patrimoine et pour sensibiliser nos populations, instituer une journée du patrimoine mondial. Et cela a été fait à l'issue d'une conférence. C'était la 38e session du patrimoine mondial à l'UNESCO. Voilà, qu'est-ce qui constitue le patrimoine culturel africain en général et celui du Togo en particulier? Cela revient à dire qu'il faut voir la définition du patrimoine lui-même. Qu'est-ce qu'un patrimoine? Un patrimoine, c'est un ensemble de valeurs matérielles et immatérielles léguées par les ancêtres. Ce patrimoine est légué soit à une communauté, à une société ou à une famille. Il constitue son identité dont la préservation et la promotion s'avèrent utiles pour le développement. Le patrimoine en général est pluriel et multiforme. Donc la notion même du patrimoine recouvre à la fois les biens matériels, le mobilier et l'immobilier, les biens immatériels qui sont des pratiques culturelles, des traditions, des connaissances à travers lesquelles les savoirs oraux, historiques et religieux sont exprimés. Par exemple, nos chansons, nos contes, les rites traditionnels, ça fait partie du patrimoine immatériel. Est-ce que le patrimoine togolais contribue à l'économie nationale? Notre patrimoine national togolais est riche et varié. Vous avez un patrimoine archéologique, vous avez un patrimoine religieux, vous avez un patrimoine historique et bien d'autres aspects. Tout patrimoine culturel contribue au développement économique. Comment? À travers les prestations, à travers sa préservation et à travers même ce patrimoine-là, parce que quand vous êtes dans un environnement, vous admirez tout ce qui est beau. Ça fait partie du patrimoine. C'est que quelquefois, nous ignorons l'importance du patrimoine et on n'arrive pas à tirer profit de ces patrimoines. Les gens viennent visiter le patrimoine. Les populations utilisent leur patrimoine pour des cérémonies. Et ça engendre de l'argent quelquefois parce que à chaque fête, vous voyez le monde que ça draine. Et il y a des gens qui doivent préparer pour vendre. Il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire il y a des retombées directes
et des retombées indirectes. Voilà comment un patrimoine, s'il est bien entretenu, peut générer des revenus. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la gestion du patrimoine culturel togolais? Les difficultés sont énormes, mais on arrive à faire avec. Le patrimoine est inventorié, le patrimoine doit être bien conservé, mais les difficultés se situent au niveau des finances. C'est l'insuffisance des finances pour pouvoir entretenir, aménager et créer des activités génératrices de revenus. Nous avons des difficultés au niveau de la ressource humaine. Il faut une ressource humaine bien formée et qualifiée. Et nous avons aussi d'autres problèmes parce que en dehors des ressources financières et matérielles, il faut déjà avoir ces ressources humaines et il faut créer des structures pour pouvoir gérer ce patrimoine. Pour créer ce patrimoine ou bien pour gérer ce patrimoine, l'administrateur ne doit pas le gérer seul. Il faut le faire en synergie avec les communautés. C'est pourquoi on parle d'une gestion participative. Souvent, quelquefois, quand les populations ne sont pas assez sensibilisées, vous pouvez venir inventorier un patrimoine sur leur sol. Si elles ne sont pas associées, elles vont vous regarder parce que vous ne les avez pas associées. Et il y a des pans de l'histoire qu'elles connaissent qu'elles ne vont pas vous livrer. Donc ça fait partie de l'eau des problèmes qu'il faut traiter. Il faut bien associer les communautés, il faut mettre en place des structures et former les gens pour que notre patrimoine puisse être prisé. Quelle appréciation font les Togolais de leur patrimoine culturel? Avec la sensibilisation, avec le début de ce que nous avons commencé, déjà l'autorité nationale avait pris des lois, des textes pour préserver, protéger et promouvoir le patrimoine. Donc on accorde une importance capitale à notre patrimoine. C'est seulement comment pouvoir conjuguer tous les efforts pour que le patrimoine puisse être à la hauteur. Sinon, le patrimoine a une importance capitale. Et quand le propriétaire ou bien la communauté arrive à voir que leur patrimoine est sensibilisé ou bien leur patrimoine est important, elle commence à prendre bien soin de ce patrimoine parce que ça va générer des retombées financières. Les Togolais apprécient bien leur patrimoine. On est fiers parce que ça fait partie de notre identité. Ceux qui n'apprécient pas leur patrimoine, c'est qu'ils ignorent un côté de leur identité. Et le problème qu'on a souvent, c'est qu'avec les religions, nous croyons que notre patrimoine est une chose satanique. Ce sont des préjugés. C'est qu'il faut voir le bon côté du patrimoine. Nous avons le patrimoine qui sert dans la médecine traditionnelle. Nous avons le patrimoine qui sert comme ressource alimentaire. Le patrimoine intervient à tous les niveaux. Il faut connaître bien ce patrimoine, essayer de tirer tous les éléments des détenteurs de ce patrimoine pour pouvoir connaître tous les rouages et le fructifier. Quand nous négligeons nos parents, les gestionnaires de ce patrimoine, est-ce qu'ils peuvent nous transmettre ce savoir? Il y a des savoir-faire traditionnels que nous devons apprendre. Mais quand on va à l'école, on croit que tout le reste est archaïque et il ne faut même pas regarder. C'est là où il y a le problème. Parce que quand on comprend bien, c'est plutôt nous qui devons aller vers les détenteurs de ce patrimoine pour pouvoir mieux expliquer et mieux exploiter notre patrimoine. Qu'est-ce qu'il faut pour une émergence dans ce secteur? Il faut la part de l'administrateur. Les autorités doivent prendre des décisions, doivent financer ce secteur, doivent booster ce secteur en aménageant les sites et monuments, en mettant en place des structures, en formant la relève de demain, c'est-à-dire la relève d'aujourd'hui et de demain, et en initiant des projets porteurs de développement durable, de développement endogène, parce que les communautés elles-mêmes doivent comprendre que ce patrimoine leur apporte quelque chose. C'est un bien culturel, un bien commun qu'il faut entretenir. Donc pour booster, c'est à travers notre plan national de développement, c'est un secteur qui est porteur de développement endogène parce que tous les artisans, tous les autres corps de métier doivent concourir ou bien doivent contribuer à l'exploitation et à la gestion de ce patrimoine national. Cette année, le thème retenu est Jeunes, entrepreneuriat, développement durable et patrimoine en Afrique. Expliquez-nous ce thème. Si on parle de jeunes, c'est la jeunesse qui est concernée. C'est la jeunesse qui baisse un peu les bras. Donc, si les jeunes se mettent au travail, si les jeunes veulent bien exploiter leur patrimoine, il faut que les jeunes soient concernés par cette question. On parle d'entrepreneuriat. Maintenant, c'est un terme d'actualité. Tous les projets, ce sont des projets ou bien des projets porteurs de développement qu'on arrive à financer. Vous voyez un peu dans notre milieu au Togo,
les jeunes entrepreneurs. Il y a une politique qui est mise pour sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat. Et à travers cette politique, vous voyez que les jeunes commencent à comprendre qu'il faut vraiment s'atteler au travail pour pouvoir créer une entreprise, faire un entrepreneuriat pour qu'on puisse travailler ensemble, pour qu'on puisse engager ou bien avoir une main-d'œuvre qualifiée et puis pouvoir commencer à se développer. Pourquoi on parle de développement durable? Le développement durable, les définitions sont multiples. Je ne peux pas le définir ici, mais sans la part des communautés locales, sans ceux qui sont les bénéficiaires, vous ne pouvez pas faire un développement durable. C'est pourquoi on parle de développement durable. Pourquoi on parle de patrimoine en Afrique? Le patrimoine en Afrique, vous savez que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc tout est parti de l'Afrique. Ce patrimoine-là, si nous négligeons notre patrimoine, est-ce que nous pouvons toujours garder notre place première? Donc notre patrimoine est très important. Celui qui a été classé, il faut l'entretenir, il faut le protéger, il faut le promouvoir pour qu'il puisse être connu sur le plan mondial. Donc le patrimoine africain qui est sur le plan mondial, quelquefois quand on n'arrive pas à remplir toutes les activités, il se dégrade. Quand il se dégrade, il est délaissé, il peut petit à petit perdre de sa valeur et être sur une liste qui est dite liste du patrimoine en péril ou bien liste du patrimoine en danger. Et il y a le fonds du patrimoine pour le patrimoine africain qui est créé et qui est basé en Afrique du Sud, qui soutient les activités sur le plan technique et sur le plan financier. Ce fonds créé aide à monter des projets pour pouvoir booster ce patrimoine, pour pouvoir maintenir ce patrimoine, pour former ou bien renforcer les capacités des jeunes dans le but de vraiment bien gérer notre patrimoine. Voilà un peu l'idée qui a sous-tendu ce thème. Le monde entier est frappé par le Covid-19. Qu'est-ce qui est fait comme activité pour marquer cette édition? Nous respectons les mesures barrières prises par le gouvernement. Nous respectons aussi les démarches ou bien les activités que les autorités ont prises pour pouvoir vraiment gagner ce Covid-19. Nous prions que ce Covid-19 soit enrayé pour que nos activités reprennent. Parce qu'avec ce Covid-19, tout est à l'arrêt. Les activités sont bloquées. Les jeunes ne travaillent plus. Les guides n'arrivent plus à faire leur travail. Les gens sont désœuvrés. Il faudrait porter un soutien matériel, financier, etc. Parce que même le moral est affecté. Donc, beaucoup de choses se font, mais sur le plan de gestion comme nous le faisons ici, nous passons par les médias pour sensibiliser les populations pour qu'elles puissent respecter les mesures qu'on a prises, qu'on puisse aussi au moins travailler, inculquer à nos jeunes générations la notion de patrimoine pour que ce patrimoine puisse encore perdurer même après ce Covid-19. Mais si on ne fait rien, si on ne sensibilise pas à travers les médias, les gens vont croire que tout est mort puisque le Covid, lui, n'épargne personne. Il tue tout le monde, mais personne ne sait comment il vient. Donc plusieurs activités doivent être menées et on doit appeler, c'est-à-dire tout le monde à contribuer. C'est la solidarité qui doit marquer le pas. Donc tous les ministères qui peuvent aider dans la gestion du patrimoine, que ce soit l'agriculture, l'environnement, les affaires sociales et notre ministère de tutelle, la culture, le tourisme, tout le monde doit mettre la main à la pâte et sauvegarder notre patrimoine qui est très important pour tout le monde. Madame Lucie Tidjougouna, je rappelle que vous êtes la directrice du patrimoine culturel du Togo. Votre message pour conclure? Mon message, c'est vraiment appeler de tous nos voeux. Tout le monde a bien prié pour que cette maladie passe vite, pour que nous puissions mener nos activités, même si elles sont au ralenti, pour qu'on puisse vraiment retrouver l'état de notre patrimoine, qu'il soit mondial ou bien sur la liste indicative, et qu'on puisse fructifier ce patrimoine pour le bonheur de tous les Togolais. Merci. Merci, madame. Le journalisme sans crainte ni complaisance, c'est le thème de l'édition 2020 de la Journée mondiale de la liberté de la presse. La journée célébrée le 3 mai de chaque année rappelle au gouvernement la nécessité de respecter leurs engagements en faveur de la liberté de la presse.
Le 3 mai est surtout un jour de soutien aux médias et une journée du souvenir pour les journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession. Au Togo, l'Observatoire togolais des médias OTM a publié un rapport sur l'état de la presse au Togo sur la période allant du 3 mai 2019 au 3 mai 2020. Au regard de l'actualité politique relativement fournie au cours des 12 derniers mois, l'on peut se réjouir du fait que la liberté de presse n'a pas été trop ébranlée. Au dernier classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, le Togo occupe le 71e rang sur 180 pays classés, engrangeant ainsi 5 places par rapport à 2019, ce qui prouve, s'il en était encore besoin, qu'il y a des avancées en dépit de difficultés de toutes sortes. Quel est l'état de la liberté de presse au Togo? Quelles sont les avancées et quelles perspectives? Aimé Ikpe, président de l'OTM, est notre deuxième invité. C'est dans cet entretien avec Gabriel Laïne. Monsieur Mekpe, bonjour et merci d'accepter notre invitation. Nous le savons tous, le dernier rapport de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse dans le monde montre que le Togo a gagné 5 places et se classe 71e sur 180 pays. Mais il faut reconnaître qu'il y a quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, 3 journaux, Liberté, l'Alternative et Fraternité, sont, je dirais, suspendus pour des raisons que nous connaissons d'ailleurs. Mais malgré ça, le Togo a gagné 5 places et nous allons, avec vous, savoir d'entrée aujourd'hui comment se porte cette liberté de la presse au Togo. Disons que la liberté de la presse se porte plutôt bien au Togo, puisque depuis plusieurs années déjà, le Togo a dépénalisé le délit de presse et que depuis là, plus jamais un journaliste ne s'est retrouvé derrière les barreaux, qu'un journaliste n'est emprisonné jusqu'à aujourd'hui. Je crois que à partir de là, on peut quand même s'estimer heureux par rapport justement à d'autres pays où la dépénalisation n'est pas encore démise là-bas. Donc déjà, c'est un pas de franchi justement d'avoir cette dépénalisation là dont nous jouissons. D'accord. Est-ce que cette dépénalisation n'est pas trop de liberté? On dit que trop de liberté tue la liberté. Mais je veux dire que c'est vrai, avant 2004, eh bien, on retrouvait aussi facilement les journalistes derrière les barreaux au Togo. C'est-à-dire que pour délit de presse, vous pourriez être arrêté, vous pourriez être emprisonné, traduit donc en justice comme cela se doit. Mais il y a eu quand même une certaine lutte acharnée menée par et les journalistes et les organisations de presse qui ont abouti donc à cette dépénalisation. Maintenant, c'est une question de prendre conscience de la chose. Justement, c'est ce que les organisations de presse font à travers, disons, moult formations, moult stages, moult séminaires pour profiter justement de ces occasions pour familiariser en tout cas les journalistes par rapport à ce qu'on peut appeler donc la liberté de presse et ce qu'il faut pour ne pas entraver ces libertés-là. Et donc, oui, c'est vrai qu'au départ, juste en 2004, ça a été quand même un peu difficile parce que on croyait que, bon, maintenant on est libre de dire ce qu'on veut, que t'es acquis, mais il a fallu également donc faire certaines sensibilisations, certaines éducations pour que les gens peu à peu rentrent dans les rangs. Vous savez, il y a toujours des brebis galeuses, on ne peut pas éviter tout cela, mais on essaye en tout cas de faire en sorte que même si vous faites partie de cette trempe de brebis galeuses, eh bien on essaye donc de vous canaliser un tout petit pour qu'on puisse comprendre en tout cas ce que c'est qu'un journaliste et que le journaliste n'est pas forcément celui qui insulte, mais non, il faut apporter l'information, il faut savoir quelle information justement donner pour que naturellement ça ne crée pas non plus de problèmes. Je crois que oui, on essaye dans la mesure du possible de sensibiliser donc les gens à ce qu'ils comprennent comment il faut faire usage de cet outil de liberté de la presse. À l'OTM, peut-être qu'il y a eu des plaintes ça et là, pas forcément de journalistes, mais de personnalités, d'institutions. Dites-nous, comment est-ce que vous êtes arrivé, parce que vous contribuez un tant soit peu à cette liberté?
Oui, mais en tout cas, notre rôle, c'est de nous aider à nous auto-réguler, en fait, puisque l'OTM, c'est en fait l'organe d'autorégulation. C'est, disons, un organe mis en place par les organisations de presse et les journalistes eux-mêmes pour s'auto-réguler. Bien sûr, par rapport à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, la HAC, qui est une institution de l'État. Donc, l'OTM est créé depuis 1999 par les journalistes eux-mêmes. Et ça sert, si vous voulez, de tribunal des pairs. Alors, c'est vrai, nous avons enregistré beaucoup de dérapages dans l'exercice de fonction des journalistes, aussi bien en presse écrite ou en presse en ligne ou en radio et parfois même en télévision. Oui, nous essayons donc dans la mesure du possible de gérer cela. Nous avons eu une dizaine de plaintes, justement, venant donc de l'extérieur, naturellement. Ces plaintes venant des citoyens ou des personnalités politiques, etc. Mais comme nous le faisons habituellement, nous recherchons plutôt la conciliation. Et donc nous avons joué en tout cas une quinzaine de conciliations au moins tout au long donc de cette année. Nous avons eu à organiser environ 8 audiences donc pour gérer donc des problèmes relatifs, si vous voulez, au dérapage constaté dans l'exercice de nos fonctions. Et donc ça nous sert en tout cas le plus souvent à trouver donc une solution. Il y a pas mal de problèmes qui se trouvent au niveau de la justice. Le citoyen n'est pas obligé de venir à l'OTM ou à la HAC, mais dès que nous sommes saisis d'une situation où un journaliste est traduit en justice, eh bien, nous essayons de prendre contact avec le plaignant, de négocier avec lui, d'échanger avec lui pour pouvoir faire en sorte que l'affaire soit retirée de la justice et qu'on puisse la traiter, j'allais dire, à l'amiable, donc pour trouver une conciliation à l'amiable donc au niveau de l'OTM. Nous discutons le plus souvent avec le conseil donc du plaignant également pour ramener l'affaire au niveau de l'OTM. Il y en a plus. Il y a par exemple des interpellations au niveau du service central des recherches et des investigations criminelles, le SCRIC, l'ancien SRI, où des confrères ont été interpellés justement. Mais dès que nous sommes saisis, eh bien, nous jouons, si vous voulez, la médiation. Nous essayons d'échanger, de discuter avec les responsables du SRI ou du SCRIC et nous prenons attache avec le plaignant justement parce que le plus souvent eh bien c'est le parquet qui remet donc cette affaire ou l'enquête au SCRIC et donc nous essayons de voir qui est derrière dans cette affaire et on discute avec celui-là le plus souvent quelques heures d'interpellation, mais ça finit toujours bien quand même puisque nous arrivons toujours à retirer le confrère de ce bourbier. Bon voilà à peu près ce que nous avons fait plusieurs fois tout au long de cette année. Eh bien il y a eu donc de ces cas-là que nous avons gérés au niveau du SCRIC donc qui est le service de renseignement donc au Togo. D'accord. Peut-être pour finir, Monsieur le Président, quel est aujourd'hui le mot à l'endroit des confrères ou peut-être plus de professionnalisme? Écoutez, il n'y a pas de secret dans ce métier. Il faut juste respecter les règles éthiques et déontologiques. Il y a pas à aller chercher de midi à 14h quelque part. Nous avons un code de déontologie pour le journaliste au Togo qui ne comporte que 25 articles. Et je crois que dès que nous, professionnels des médias, arrivons donc à nous imprégner donc de ces 25 articles-là, n'est-ce pas? Une fois que nous continuons à appliquer ces 25 articles que constitue le code de déontologie, eh bien, nous allons nous en sortir de toute situation. Il y a un nouveau code qui a été promulgué le 7 janvier dernier par le chef de l'État. Ce nouveau code qui prend maintenant en compte la presse en ligne et tout, et où il y a eu plus de détails également, mais je voudrais dire que ce n'est que des détails apportés au code de déontologie en fait. Voyez-vous, alors ça veut dire que lorsque vous arrivez à maîtriser, à vous imprégner du code de déontologie, eh bien, vous avez déjà presque le code de la presse et de la communication en poche. Donc, je vais essayer donc d'exhorter tous les journalistes, tous les professionnels des médias
à se familiariser, à s'approprier ces deux codes-là, le code de déontologie et le code de la presse et de la communication, s'imprégner de tout cela et faire en sorte que ça serve de brivière pour nous et pour que nous puissions donc nous en sortir aisément, parce que dès que vous respectez donc ces règles-là, eh bien, vous ne vous retrouverez jamais dans une situation abracadabrante. Monsieur le Président, merci. Mais c'est moi qui vous remercie. Dix ans de réclusion criminelle, c'est la peine requise contre le sieur Eyike, accusé de trafic international de drogue à haut risque. Le récit des faits avec Hélène Assabi dans Écho du Palais. Le nommé Eyike demeurant et domicilié au Nigeria est un commerçant de friperies. Il achète les friperies au Togo et les revend au Nigeria. Au courant mois de novembre 2012, il s'est rendu à Aflao, au Ghana, où il acheta 12 pains de cannabis d'un poids total de 12 kg qu'il dissimula dans une valise et embarqua à bord d'une voiture de transport en commun en direction du Nigeria. Au cours d'un contrôle de routine à la frontière de Sanvikonji, la valise et son contenu illicite furent découverts, puis Eyike fut interpellé. En enquête préliminaire comme à l'information, l'inculpé a reconnu les faits de trafic international de drogue à haut risque qui lui sont reprochés. Mais les renseignements recueillis à son sujet sont favorables. Selon le témoignage du sieur Sylvestre, un oncle de l'inculpé, ce dernier est décrit comme un homme sérieux et de très bonne moralité. Le rapport d'expertise mentale en date du 21 juillet 2013 révèle aussi un sujet qui ne présente aucune anomalie mentale ou psychique constituée. Même si les renseignements recueillis à son sujet lui sont favorables, il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Lomé à l'audience du 9 mars 2016. On se retrouve samedi prochain. Du sport et du football, après les Jeux olympiques, l'Euro de football ou encore la Copa América, la pandémie du Covid-19 pourrait menacer une autre grande compétition sportive internationale, la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Fidèle Mawena. Le sport n'en a peut-être pas fini avec les reports. Les répercussions de la pandémie du coronavirus pourraient encore se faire ressentir pendant plusieurs mois, menaçant ainsi l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations programmée du 9 janvier au 6 février 2021 au Cameroun. L'échéance est encore lointaine, mais d'ores et déjà, l'un des grands ambassadeurs de cette CAN sur le sol camerounais, Samuel Eto'o, plaide pour un report. Le plus important, c'est la santé et les instances du football africain l'ont bien compris, a déclaré l'ancien capitaine des Lions indomptables. L'ex-international sénégalais El Hadj Diouf jugeait même impossible son organisation aux dates initiales. Adlen Guedioula, champion d'Afrique 2019 avec l'Algérie, en a remis une couche. Je sais que la Coupe d'Afrique des Nations est importante et c'est bien pour les pays de l'organiser, mais je pense que la prochaine devrait être annulée ou reportée à cause du coronavirus. Le Barça de retour à l'entraînement, rassuré donc sur l'état de santé du groupe. Après les tests passés cette semaine, le staff technique du club a donc décidé de convoquer les joueurs. Afin de respecter donc les normes sanitaires liées au coronavirus, les joueurs ont été répartis sur 2 terrains d'entraînement. Du cyclisme pour clore cette page des sports, décalée au 10 octobre dans le nouveau calendrier World Tour, l'Amstel Gold Race pourrait être menacée par une décision gouvernementale en faveur du report de grands événements sportifs en attendant un vaccin contre le coronavirus. La revue de presse à présent, la crise sanitaire de la pandémie à coronavirus fait toujours couler beaucoup d'encre et de salive. L'impact de cette crise sur l'économie togolaise est analysé par la plupart des parutions qui sont abondamment revenus sur la prestation de serment du chef de l'État fort Essozom Nanya Zingbe. C'est pour un nouveau quinquennat. Léontine Atogima.
Que nous réserve-t-il pour son 4e mandat, se demande la dépêche. Un quinquennat de proximité et de consolidation des acquis, bref, un nouveau départ, trouve le tonnerre. Selon Dunia Le Monde, Faure Gnassingbé a l'intention de poursuivre sa stratégie de développement avec comme socle le PND, le nouveau programme qui permettra au Togo de se hisser au rang des pays émergents. L'hebdomadaire poursuit en indiquant que le chef de l'État devrait ainsi mouiller le maillot au cours de ce mandat pour plus de lisibilité et de visibilité de l'action gouvernementale. La manchette, abondant dans le même sens, estime qu'il s'agit d'une ultime heure de décision pour le chef de l'État entre le rachat et le crachat. Au travail, ici et maintenant, exhorte Flambeau des démocrates. Le journal rappelle que Faure Gnassingbé a juré pour la 4e fois devant Dieu et devant les hommes de ne se laisser guider que par l'intérêt général, de consacrer toutes ses forces à la promotion du développement du bien commun, de la paix et de l'unité nationale et de se conduire en tout en fidèle et loyal serviteur du peuple. La page électorale 2020 est définitivement tournée, signale l'Union pour la patrie. Place aux promesses de Faure Gnassingbé renchérit le Mania libéré. Les choses devront aller très vite pour la composition du nouveau gouvernement, nous confie l'Indépendant Express. Lutte contre le Covid-19 et si le Togo optait pour le dépistage de masse, questionne l'engagement. Le messager avertit de son côté sur un relâchement de la population. La vigilance doit être toujours de mise, insiste le médium. Le libéral révèle que la force spéciale anti-pandémie rappelle à l'ordre les conducteurs de taxi qui continuent la surcharge. Par ailleurs, le gouvernement met en garde contre la spéculation des prix des produits de première nécessité, écrit le changement. L'économiste parlant de l'impact du Covid-19 sur l'économie togolaise souligne que les restaurateurs de rue crient à la mévente. L'Union pour la patrie note toutefois une avancée dans la gestion des patients testés positifs au coronavirus. Pour le bi-hebdomadaire, le Togo a plus de 60% de guérison des cas confirmés. La parution présente dans ces colonnes le schéma thérapeutique national qui marche. Dans leur colonne, la presse togolaise a également rendu un vibrant hommage au lieutenant-colonel Bitala Madjoulouba, retrouvé mort lundi dans des circonstances troubles. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, c'est donc sur cette revue de presse de Léontine Atogima que s'achève ce magazine pluriel de ce samedi. Nous vous disons merci de nous être restés fidèles et vous donnons rendez-vous pour samedi prochain. En attendant, voici la rubrique sensibilisation. Aujourd'hui, comment sont faites les consultations dans les structures de soins dans ce contexte de crise sanitaire? Cette rubrique est donc signée Alice Barandao. Dans le contexte du coronavirus, tous les centres de soins ont pris des mesures pour la consultation des malades afin de ne pas mélanger les patients du Covid-19 et les patients des autres pathologies. Dr Lacté Adassou Penebe, médecin généraliste du district numéro 4, nous explique comment les consultations se font en cette période de crise sanitaire. Déjà, au niveau des formations sanitaires, avant d'entrer maintenant dans une formation sanitaire, il y a d'abord le dispositif de lavage des mains. Vous lavez les mains jusqu'au coude et il y a un agent qui s'assure que c'est fait. Après cela, on te prend la température à l'aide d'un thermoflash. Ça permet de voir si tu as la fièvre ou bien tu ne l'as pas. Si tu n'as pas de fièvre, on te laisse faire ton circuit normal. Mais lorsque tu as une fièvre, tu es isolé et on vient te voir pour te questionner et voir si tu n'es pas en train de faire par hasard la maladie à coronavirus. Donc si c'est le cas, on t'isole, on appelle l'équipe d'intervention rapide qui vient te faire un prélèvement. Mais si après les questionnements, on se rend compte que ce n'est pas ça là, on te laisse suivre
suivre le circuit normal, parce que ce n'est pas que la maladie à coronavirus qui existe, qui donne la fièvre. Voilà, il y a d'autres maladies qui donnent la fièvre. Donc c'est ce qui est fait actuellement. C'est ça. Donc avec ce dispositif, vous arrivez à départir les malades. Oui, mais seulement la difficulté de la chose, c'est que la maladie à coronavirus, 80% n'ont des fois pas de fièvre du tout, n'ont pas de signes. Donc le fait de prendre la température ne résout pas trop le problème. C'est pour cela que tout le personnel à chaque niveau prend les dispositions qu'il faut pour pouvoir rechercher, traquer cette maladie-là dans les questionnaires et pouvoir faire un dépistage même si tu ne présentes pas ces signes. C'est pour cela aussi que maintenant actuellement tout le personnel respecte les mesures barrières, le port des masques spécifiques au personnel de santé. Ce n'est pas n'importe quel masque que le personnel de santé porte. Et maintenant, tous les patients qui viennent aussi, on essaye de leur faire porter le masque. Parce que si le patient a son masque, le personnel de santé a son masque, ça réduit drastiquement le risque de contamination par inhalation des gouttelettes respiratoires ou bien salivaires. C'est ensemble qu'on va réussir le combat contre le coronavirus. À bon attendeur, salut. Les ondes radio se propagent à 300 000 km/s. Le son met un peu plus d'une seconde pour atteindre la Lune. On entendra cette pub sur Mars dans 4 minutes et sur Jupiter dans une demi-heure. Bienvenue à nos amis extraterrestres qui nous écoutent. Tout le système solaire. Gardez l'écoute. La pub.